Oui, alors la première fois d'une façon évidente et même violente, c'était à l'occasion de l'exposition Féminin qui était prévue pour être montrée dans l'espace Palais Vendôme, dans la ville Clichy-la-Garenne. Donc je vais montrer parmi les autres artistes femmes une pièce qui s'appelle Silence, qui est composée de tapis de prière, dans lequel je vais faire un cercle, un trou en forme de cercle, et au milieu duquel donc, je posais des chaussures de femmes, des chaussures à talons. Et donc voilà, donc c'était prévu comme ça. Je suis allée d'ailleurs même vérifier moi-même l'installation. J'étais très heureuse d'ailleurs de montrer ce travail dans le salon de Diane. Sauf que quelques jours, enfin je crois la veille du vernissage, je reçois un coup de fil de la commissaire d'expo et qui me dit que le maire de la ville donc n'est pas tout à fait d'accord pour maintenir cette pièce dans l'exposition. Alors évidemment, on cherche à savoir, avant de s'énerver, on cherche à savoir pourquoi. Et en fait, la raison c'était parce qu'elle gêne le public de confession musulmane. Elle gênerait, en tout cas, on dit ça. Donc bon, moi je suis un peu embêtée parce que bon, en même temps c'était juste après, c'était je crois un mois ou deux après, non même quelques semaines après Charlie Hebdo, l'assassinat des journalistes du journal Charlie Hebdo. Quand même c'était un moment dramatique qu'a vécu la France et je crois le monde entier. On était tous un peu choqués de voir qu'on peut toucher à la liberté d'expression et puis d'aller jusqu'à carrément l'assassinat, d'atteindre carrément la vie de l'autre parce qu'il pense différemment. Donc c'est quand même un contexte très difficile. Alors moi je n'ai pas vraiment compris la raison. J'ai dit de toute façon qu'est-ce que vous pensez qu'elle gêne le public musulman. Bon, c'est son avis, je le comprends. Mais je dis que ce n'était pas une raison suffisante pour la retirer. Et là, on reçoit donc le lendemain une lettre, lui, il reçoit une lettre qui préviendrait sur le danger que pourrait donc causer la présence de cette pièce au sein de l'exposition Féminin. Donc, moi je suis un peu gênée parce que, évidemment, je rappelle encore le contexte, un contexte d'insécurité. Moi j'ai un peu peur quand même pour les participants et les personnels du centre d'art qui fait son travail de surveillance ou de médiation. Et donc du coup, je demande au maire de nous assurer des conditions de sécurité pour le vernissage, pour l'exposition, et là il refuse. Et donc jusque-là, en fait, jusqu'à le fait qu'il refuse ce dispositif de sécurité, pour moi, je pensais que vraiment, il était, lui, comme moi, inquiet pour la sécurité et que, bon, le reste importait peu, parce que ce qui importe, au contraire, pour quelqu'un qui est là pour assurer le bon fonctionnement des choses et surtout le bon déroulement même de la loi, tout simplement, les valeurs de la Constitution et puis, plutôt les valeurs républicaines et ce que la Constitution prévoit, c'est-à-dire la liberté d'expression. Et c'est quand il refuse, je comprends que finalement je suis au-delà d'une question sécuritaire, que je suis au-delà du contexte. Là, c'est vraiment mon travail en tant que femme qui me dérange. Et le fait pour moi, l'enrober à travers la question de la religion ou la sensibilité d'une certaine population, pour moi c'était vraiment insupportable. Donc voilà, et donc j'ai décidé finalement de la retirer parce que premièrement, les conditions de sécurité n'étaient pas assurées. Et là, pour la deuxième raison, c'est que pour moi c'était pas clair. J'avais l'impression qu'on essayait de m'utiliser moi en tant que femme, maghrébine, entre guillemets, pour dénoncer l'obscurantisme d'une catégorie de citoyens musulmans, français de confession musulmane. Et ça, je le refusais absolument. C'est-à-dire que pour moi, mon travail féministe, c'est vraiment interroge la question de la femme et pas de prendre parti, d'être le porte-parole d'une certaine catégorie. D'ailleurs que pour moi je n'ai toujours pas identifié. C'était très étrange qu'on essaye de manipuler ma parole.
Et donc, entre évidemment le dilemme, celui de pouvoir montrer mon travail au public français, et plus précisément celui de Clichy-la-Garenne, et celui aussi qui reste un combat féministe, c'est celui de dire que je suis la seule maîtresse de ma parole. Parce que là, vraiment, j'avais l'impression que, voilà, on va utiliser mon nom pour dire, regardez, on lui a fait peur, regardez, les musulmans ne laissent pas les musulmanes s'exprimer. Donc ça, vraiment, je ne pouvais pas l'accepter. Donc du coup, j'ai décidé de la retirer parce que de toute façon, les conditions de sécurité étaient pas réunies. Donc ça, c'est pour moi vraiment la première fois où je suis confrontée à cette question, au fait que le fait d'être femme, artiste, féministe, qui a un discours féministe, pouvait vraiment poser problème. Ça, c'était la première fois. Et la deuxième fois, c'était... Donc, j'étais invitée à un colloque organisé par le New York Times au Qatar, je crois, à Doha. Et on m'a demandé de participer à un forum, qui d'ailleurs le titre est très amusant, il s'appelle L'Art pour demain, Art for Tomorrow. Et moi, on m'a demandé de participer dans le panel qui parle de la condition, de la situation des femmes créatrices arabes dans le monde arabe. Donc moi, j'étais très ravie de pouvoir parler de mon expérience et de mon vécu dans cette région du monde. Et donc on me demande, avec la modératrice, me demande de montrer quelques œuvres, notamment ma vidéo dansant, où en fait on voit la partie de mon ventre danser sur le rythme de la Marseillaise avec les couleurs de la République, 3 foulards, bleu, blanc, rouge. Et donc voilà, on m'écrit quelques jours avant mon départ en me disant, donc le staff du colloque, en me disant qu'il était vraiment impossible de montrer dans son. Alors là, il y a une chose aussi que j'ai appris à faire. C'est qu'avant évidemment de se braquer ou de vouloir défendre sa liberté d'expression, je me suis dit quand même, je vais essayer de comprendre pourquoi. Non, pour comprendre, parce qu'évidemment, on ne peut pas comprendre. Il n'y a aucun argument qui est valable face à quelqu'un qui veut vous censurer. Mais là, je dis quand même c'est intéressant de comprendre pourquoi ils ont peur de montrer cette vidéo dansant, qui s'adresse en plus à un public professionnel, puisque le colloque invite à la participation du milieu professionnel de l'art. Et donc voilà, je demande pourquoi ça les gênerait de la montrer. Et là, ils me disent que ce n'est pas eux, mais c'est le staff du musée du Qatar qui ne veut pas la montrer. Donc je dis, mais qui sont ces personnes? Parce que bon, le staff, c'est général, c'est quand même la décision peut-être d'une personne particulièrement. Et là, on me donne le nom de quelqu'un, et cette personne, qui n'est pas du tout du Qatar, elle est étrangère, elle me dit qu'il ne faut pas heurter la sensibilité du public du Qatar. Et là, je trouve quand même que c'était assez gonflé, que cette bonne femme, cette personne, parle pour tout public qatari quand même, c'est assez impressionnant déjà. Donc voilà, et s'il y a un public qatari qui s'intéresse à l'art contemporain et spécifiquement à la création des femmes, alors là, on leur a retiré le droit absolu de penser, de réfléchir, d'avoir une sensibilité particulière. Alors je suis très choquée et je leur dis, en tout cas, que je ne voyais pas la raison de participer à un colloque qui s'appelle Un art pour demain, alors que ma pièce dansant n'a pas sa place dans cet art pour demain, parce qu'apparemment elle n'a même pas sa place dans l'art pour hier, donc évidemment j'ai refusé. Donc voilà, ça c'est vraiment 2 moments très 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 concrets sur comment un artiste peut être confronté à une censure directe, nette, précise, qui est gêné de façon certaine, mais je pense que je ne dis pas trop de bêtises là, quand je dis ça, par le fait qu'une artiste essaye d'exprimer une volonté, un désir de liberté et de parler de la question de la condition des femmes.
En fait, j'ai jamais vraiment réfléchi sur cette question, mais je dirais que l'intersectionnalité pour moi, finalement, elle réside sur le plan de l'identité, identitaire, sociale, mais aussi sur le plan des idées et des cultures, enfin des cultures. Parce que, par exemple, dans la vidéo Dansons, beaucoup de critiques ou d'observateurs de l'art disent que c'est un travail qui correspond à une ère, celle du postcolonialisme, tout ça. C'est vrai, mais pour moi, pas seulement. Pour moi, elle est carrément au-delà de cela, parce que c'est un travail qui veut amener ensemble deux cultures a priori opposées, qui sont la culture du Maghreb et de l'Occident, alors que quand on lit l'histoire, on découvre qu'il n'y a que des intersectionnalités, vous voyez. Donc, et ça, j'ai voulu l'exprimer avec cette danse qui rejoint cette musique marseillaise, la Marseillaise, elle est quand même, elle représente l'histoire de France, de la Révolution. C'est une histoire finalement qui n'est pas que française. L'histoire de la Révolution, elle a dépassé les limites de la France. Elle correspond finalement aujourd'hui au désir de toutes les populations qui veulent avoir une dignité de citoyen. Donc vous voyez comment une histoire particulière à la France va finalement rejoindre celle du monde. Et donc moi quand je danse sur ça, sur la Marseillaise, c'est pour dire que moi aussi je m'inscris dans ce rêve-là, sans aussi être dans un rapport de déni identitaire, comme si je voulais absolument être française, parce que je venais du Maghreb, enfin bon. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est des discours qui sont dans les sections, qui restent dans les sections. Alors que moi, j'aime bien cette idée d'intersectionnalité, c'est-à-dire que c'est le milieu, Marcel Duchamp, il le dit par exemple dans le champ de la théorie de l'art, il parle de l'inframince. C'est cette chose qui est entre deux modes de pensée, entre deux pensées, et puis d'un coup ça devient évident. C'est ce milieu entre ces deux pensées qui va créer l'œuvre. Et donc voilà, c'est ce que moi je dirais sur ce concept-là, cette idée-là. Après oui, le rythme, par exemple, une autre intersectionnalité, si je puis me permettre, c'est par exemple quand je danse la Marseillaise, évidemment j'évoque la courbe, parce que la danse orientale c'est la courbe, alors que d'autres ils y voient que un geste qui renvoie à quelque chose d'exotique qui nous vient d'Égypte, où les femmes se pavanent devant les hommes, elles sont complètement soumises. Sauf que la danse orientale, c'est aussi des femmes complètement puissantes, qui sont dans un désir de danse, et qui sont dans un désir d'affirmation. Donc vous voyez, je préfère qu'on parle des deux possibilités que de parler que d'une seule. Donc voilà, il y a la courbe donc, de la danse qui rejoint la verticalité qu'on trouve dans les compositions des tableaux occidentaux. Donc voilà, il y a tellement de choses à raconter quand on fait appel à l'intersectionnalité dans le champ de la théorie. Maintenant, dans le champ identitaire, moi j'aimerais bien, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui en parle d'une autre manière, c'est François Julien dans son essai édition de l'Erme, pardon. Je confonds avec les arènes de l'Erme. Il dit, je crois que le titre, s'il n'y a pas d'identité culturelle, je crois que c'est ça. Et il explique que même si on a une identité de départ, une identité figée, parce que c'est comme ça, on a un nom, un lieu de naissance, sauf que c'est notre vie qui va faire en sorte que cette identité devienne une identité multiple. Et c'est dans le multiple que se crée la culture. Et la culture, donc, elle ne peut être que multiple, parce que à travers les voyages, les rencontres, ce qui se passe dans le monde, on développe une autre forme d'identité. Et je trouve ça, moi en tout cas, je me retrouve totalement dans ce qu'il écrit, parce que c'est exactement ça. Je suis peut-être de naissance moscovite. Alors c'est assez drôle la question d'identité. Je suis née à Moscou, mais je ne connais pas du tout la Russie. Donc là, une absurdité totale. Mais c'est dans ce vide qu'on crée quelque chose aussi, le fantasme, la curiosité par rapport à ce pays. Et puis, je vis en Algérie.
Mais en Algérie, je vis dans un musée des Beaux-Arts, où la collection la plus importante est une collection occidentale. Donc moi, depuis que je suis petite, je vois des hommes nus. Moi, je vois Bourdelle, en gros, tous les jours, je le voyais, Bourdelle. Tous les jours, Héraclès. Tous les jours, je le voyais 2 fois par jour. Donc, même plus. Donc voilà, c'est ça qui fait que on crée un autre être. Mais toujours avec un point de départ, parce que si je peux raconter ça, c'est parce que je peux quand même commencer par l'Algérie. Et après, c'est ma rencontre avec le monde qui fait que on crée quelque chose de plus intéressant. Vous voyez, évidemment, je ne peux pas réfléchir sur le monde si je ne prends pas en compte mon identité première et que je la mette en confrontation ou en dialogue plutôt que confrontation. En dialogue avec des théories qui viennent d'ailleurs, des modes de pensée différents. Mais forcément, je ne peux partir que d'un point de départ, sinon il n'y a pas de début à quelque chose. C'est le point de départ, ça veut dire qu'il y a une continuité. Oui, donc oui, je pense que je comprends, c'est comme ça que je comprends en tout cas le mot intersectionnalité. Je pense que c'est bien qu'on fasse un effort pour qu'il y ait plus d'artistes femmes dans les expositions collectives. Et aussi des artistes qui viennent d'ailleurs, enfin des artistes qui viennent du monde entier, ouvrir un peu au genre et aux origines. Bon, après, le danger, c'est toujours de tomber dans des schématisations, vous voyez. Donc par exemple, moi je trouve que ce n'est pas dérangeant de faire une exposition où il n'y a que des femmes, quand le sujet, par exemple, est le féminisme, ou la condition de la femme. Parce que malheureusement, aujourd'hui, la condition de la femme, elle est toujours inférieure à celle de l'homme. Donc le sujet en soi est un sujet sociétal, théorique, historique. Donc pour moi, ça se justifie. Quoique aujourd'hui, plus qu'avant, il faudrait quand même laisser une part aux hommes parce qu'il y a quand même des hommes féministes. Donc voilà, c'est là où je dis qu'il faut des fois faire attention. Après moi, ça dépend du thème de l'exposition. Je trouve que bon, quand il y a un thème d'exposition qui est plutôt généraliste ou qui questionne des notions philosophiques ou politiques, évidemment, je pense qu'il faudrait vraiment veiller à accueillir une sorte d'égalité entre la représentation des femmes et celle des hommes. Voilà, donc c'est plutôt comme ça que je vois les choses si je devais même travailler sur un projet d'exposition. Après, je voudrais aussi dire que, par exemple, moi, je ne suis pas contre de dire qu'il y a un art féminin. Pour moi, il y a un art féminin. Parce que vouloir le nier, c'est comme vouloir l'occulter. Et c'est peut-être encore plus dangereux que de dire qu'il n'y a pas un art qui a une spécificité liée au genre. L'art en lui-même doit transcender les sexes, ça c'est sûr, comme la littérature, ça doit être permis à tout le monde, aux femmes, aux hommes, d'écrire comme ils le voudraient, exprimer ce qu'ils souhaitent. Mais qu'il y ait la particularité de l'écriture féminine soit occultée, moi je trouve ça ça me dérange. Moi j'affirme totalement qu'il peut y avoir un art féminin comme un art masculin ou un art transgenre, parce qu'il y a aussi du transgenre, mais qu'en revanche on les mette sur le même pied d'égalité. Vous voyez, parfois en voulant absolument être égal changer le discours dominant de la société qui encore emprunt ses règles et ses codes au système patriarcal, le danger c'est carrément d'occulter que la pensée féminine peut être moins importante, moins intéressante que celle de l'homme. Donc voilà, ça c'est des choses comme ça, moi, que j'aime bien interroger. Et sur la question aussi des espaces géographiques,
pareil, on se pose des questions à savoir est-ce que c'est utile de faire une exposition sur les artistes africains, est-ce que c'est intéressant de faire une exposition sur les artistes arabes. Moi, personnellement, ça ne me pose pas problème quand il y a un thème qui réunit tous ces artistes, mais pas seulement leur origine. C'est là encore, vous voyez, pour moi, la nuance qu'il faut apporter. Par exemple, quand on fait une exposition des artistes de Los Angeles, déjà, ça ne choque personne, mais aussi parce que l'école de Los Angeles, c'est une école d'abord. Donc, c'est d'abord parler d'un mode de pensée qui s'est inscrit dans l'espace géographique de Los Angeles, parce que c'est aussi un espace particulier, ouvert sur la mer, ouvert sur le Japon. Voilà, c'est un espace de confluence. Donc voilà, il a une particularité. C'est exactement pour moi la même chose que, par exemple, quand on interroge une question qui est en rapport avec l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est un continent, c'est un énorme bassin de culture qui bouillonne, qui interroge aussi notre avenir, parce que on dit que c'est le continent du futur, mais dont on remet en cause sa modernité, son universalité. Donc vous voyez que le sujet en lui-même est important, pas forcément la délimitation géographique. Donc voilà, je dis, c'est possible, mais avec des nuances et avec intelligence. Oui, je suis féministe parce que on ne peut pas faire autrement. La situation est que aujourd'hui, la condition des femmes est toujours sujet à controverse. C'est toujours sujet de conflits entre les genres. Enfin, entre les deux sexes. Donc, ça pose encore beaucoup de problèmes. Donc, on ne peut pas dire que c'est réglé. Et pourquoi je revendique d'être féministe plus que tout, c'est quand j'entends, quand je discute avec certaines femmes, qui me disent qu'il est plus utile, il y a quelques années déjà, qu'il n'était plus utile d'être féministe. Déjà, je n'étais pas convaincue et je suis encore plus persuadée de ce que c'est utile, que même c'est nécessaire d'être féministe, quand on sait que récemment en Espagne, on a voulu enlever aux femmes le droit d'avorter. Quand même, c'est un pays européen, démocratique, donc franchement, on ne pouvait pas imaginer que ça pouvait venir de ce pays-là. Voilà, il y a eu la Women's March aux États-Unis. L'été dernier, enfin l'année dernière. Et donc, quand j'ai vu cette manifestation, d'ailleurs, je me suis fait la réflexion, je dis c'est drôle, parce que les féministes arabes, on avait pitié pour elles, parce qu'on disait oh là là, qu'est-ce que vous avez tellement de choses à régler, tellement de choses pour lesquelles il faut lutter. Et quand on a vu les Américaines aller dehors, on s'est dit, finalement, on est tous dans le même sac, que le combat, il doit être commun, et qu'il faut aussi arrêter de scinder ces deux, d'un féminisme occidental, d'un féminisme arabe, surtout qu'il y a déjà eu des rencontres entre les féministes occidentales et arabes, déjà dans le siècle dernier. Donc voilà, je pense que c'est un combat qui est encore nécessaire, mais peut-être dont la forme a changé, doit changer. Pour moi, par exemple, aujourd'hui, je dirais que la lutte la plus importante pour moi, c'est de libérer les hommes, d'abord. Je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille doublement pour les libérer eux, parce que eux aussi se sont piégés dans un système qui les empêche d'être libres, d'être heureux et de ne plus penser le monde, ne plus entrer dans le monde comme des éléments qui doivent absolument être dominants, sinon ce ne sont plus des hommes. Donc voilà, je pense que moi je travaille beaucoup en tout cas dans mon travail sur cette question de la libération des hommes.
de leur propre prison dans laquelle qui se sont construites. Oui, voilà, c'est ce que je dirais.